Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. 2 ans après son sauvetage, la célèbre verrerie Duralex a été placée en redressement judiciaire en raison de tensions de trésorerie. Elle avait été reprise en 2025-24, passée salariée en coopérative, mais l'entreprise fait aujourd'hui face à de nouveaux obstacles malgré le soutien communiqué par le ministère de l'économie, malgré une campagne de communication réussie et un nombre de partenariats records. Mais alors, comment faire pour sauver ce petit patrimoine français? On en parle avec le président de la certification Origine France Garantie, Gilles Attaf. Bonjour. Bonjour. Bonjour Gilles Attaf, merci d'être avec nous en direct et en studio à cette antenne sur Sud Radio pour parler de ce douloureux problème Duralex. Du coup, moi j'en achète tout le temps, je ne bois que dans du Duralex, je mange du Duralex. Je vous félicite. Et dans ma cantine scolaire, c'était déjà ça. Donc, en fait, je vis avec Duralex depuis beaucoup plus longtemps que je ne pense. Bah, comme beaucoup de Français, hein. Oui, mais comme je suis un peu gastronome, j'aime bien la vaisselle fine, mais pour tous les jours, c'est, voilà. Et puis, maintenant qu'il y a un acte politique dans le soutien de Duralex, c'est plus motivant de manger dans Duralex, qui n'est pas Sedlex pour le coup. La loi est dure avec elle, avec cette société qui allait s'en sortir. On avait bon espoir. Toujours le même territoire que Brandt, donc c'est le Loiret. Et il y a incroyable cet épicentre de gens qui se battent pour sauver leur activité. Et puis là, on replonge dans le rouge. Gilles Attaf, en dehors du fait que le contexte politique est difficile avec les lois européennes, le libre-échange, cette concurrence déloyale, est-ce que, structurellement, Duralex avait une faiblesse en soi? Est-ce que vous pouvez nous décrypter ce qui s'est passé? Pourquoi échec? Pourquoi sauvetage? Et pourquoi retour aux difficultés? Alors déjà, on peut pas se permettre de laisser partir des fleurons comme ça, français, de marques emblématiques. Je pense qu'on a tous des souvenirs et c'est important d'avoir des marques comme ça qui incarnent les territoires comme le fait Duralex. Ça a commencé avec Manu France il y a 50 ans, je vous signale. Absolument, et c'est pour ça qu'il faut pas reproduire les mêmes erreurs. Le problématique, c'est qu'on met jamais assez de moyens et que on partait de loin. Enfin, en tout cas, moi, je crois que Duralex avait besoin il y avait beaucoup de sujets à traiter. Je trouve que les sujets commerciaux, les sujets de stratégie commerciale, de marketing ont été excellentes. D'ailleurs, une levée de fonds citoyenne qui a très bien fonctionné. Donc, ça veut dire que vraiment il y avait une dynamique, une solidarité, mais surtout un produit exceptionnel, quoi. Un produit avec un savoir-faire incroyable. Donc, qu'il faut absolument faire perdurer. Après, c'est toujours le même problème en France. On met pas les moyens nécessaires. Je pense qu'aujourd'hui, il y a certainement eu des problèmes, peut-être de pilotage financier, peut-être des problématiques de production à régler, mais ce que je veux dire par là, c'est que encore une fois, on fait les choses à petits bras pour des entreprises traditionnelles, et qu'à côté de ça, on met des millions sur des medtech, sur des projets. Je vais pas citer des noms, mais comme, allez, je vais en citer un comme Insect, par exemple, où il y a eu énormément d'argent qui a été mis sur la table, alors que là, on a des entreprises historiques, mais qui ont besoin effectivement plus de fonds, parce que vous savez, ce genre de métier, ça a besoin en fonds de roulement, donc de beaucoup d'argent, de trésorerie, c'est évident. Et donc c'est clair que en plus le système. Alors moi je suis vraiment un militant des scopes, parce que en fait ça a été repris en scope. C'est une forme de coopérative. Ouais, c'est ça. Avec les salariés, ça permet un partage de la valeur. C'est toujours très intéressant. Mais la faiblesse des scopes, c'est quand même sur l'investissement et sur la difficulté à ouvrir le capital pour structurer, parce que vous savez, l'industrie, ça demande beaucoup de moyens. Ça demande du temps long et du moyen. Donc déjà en France, le temps long sur l'industrie, on a du mal. Et lorsque on parle de scope, effectivement, c'est un peu compliqué quand vous savez que les salariés doivent garder 51%. Voilà. Gilles Attaf, nous sommes bien d'accord. La doxa européenne interdit les États d'aider leurs entreprises en difficulté directement. Duralex serait en Chine, il y aurait eu tout de suite 5 milliards de l'équivalent de déjà, il aurait été sursubventionné comme le font le font les Chinois sur tout leur secteur d'activité, donc ça aurait été sursubventionné. Et ces produits sursubventionnés sur le marché européen et français à des coûts évidemment avec une concurrence déloyale, parce qu'en plus on sait très bien que les normes environnementales sont pas les mêmes que chez nous, et on les laisse rentrer sur le territoire français. Donc je vous dis, sur un secteur d'activité comme la verrerie par exemple, c'est absolument scandaleux. La concurrence est très violente pour Duralex. Et la concurrence, est-ce qu'on pourrait concevoir que des institutions européennes, qu'on repense cette Europe en disant voilà, on
secteur industriel en fragilité, le concurrent de ce secteur industriel en fragilité va être taxé spécialement parce qu'on a besoin de protéger. Je ne donne pas d'argent à Duralex, mais je mets 20 ou 15% sur le verre chinois qui est produit, parce que, et je cible que ça. Alors, évidemment, c'est des hurlements, on va dire, mais vous avez... Voilà. Bah oui, mais c'est des hurlements, mais il y a à un moment donné, il faut faire des choix politiques. Oui, et puis il faut appliquer des textes, parce que ça existe, vous savez, lorsque des produits quand on identifie que c'est subventionné comme ça l'a été sur les voitures électriques chinoises, il y a eu des barrières douanières qui ont été faites. Donc il faudrait être plus pointu sur tous les secteurs d'activité, parce que effectivement nos entreprises font face à une concurrence totalement déloyale. Et le cas de Duralex est, je trouve, très emblématique, parce que encore une fois, c'est une société qui était en croissance, qui avait été reprise par des salariés avec des dirigeants qui avaient mis en place une stratégie qui avait fonctionné. Encore une fois, 7% de chiffre d'affaires en croissance, je crois qu'ils vont finir à plus de 30 millions d'euros, donc c'est quand même pas rien. Et puis surtout, je vous rappelle quand même qu'il y a 240 personnes. Enfin, le sujet, c'est que c'est toujours le même sujet, c'est les emplois et ce que ça peut coûter la perte d'emploi sur le temps long. Et on oublie toujours un peu Moi, aujourd'hui, les cantines françaises, on devrait les obliger toutes à avoir des verres Duralex et il n'y aurait pas de souci. Pour Brandt, qui est à quelques kilomètres de Duralex, le problème était un peu différent. C'est une technologie qui est plus en concurrence. C'est de petite électroménager. Là, c'était structurellement, je pense, déficitaire, avec là pour le coup des gros problèmes d'investissement qui n'ont pas été faits, qui n'ont pas été à la hauteur. Donc, je pense qu'on peut pas comparer Duralex. Duralex aujourd'hui, c'est une société qui doit s'en sortir, qui va s'en sortir. Parce qu'encore une fois, c'est aussi, il faut être très vigilant en France, parce que là, on parle de redressement judiciaire. Le redressement, c'est pas une fin. Encore une fois, ça peut être il y avait eu un dépôt de bilan. Oui, il y avait eu une reprise par les salariés via une scope aidée par la région. Oui. Mais encore une fois, c'est un outil de gestion aujourd'hui. Peut-être qu'il faut passer par là pour restructurer, pour changer aussi certainement. Il y a certainement des choses à faire. Encore une fois, stratégiquement. Mais je crois qu'il y avait eu une stratégie qui avait été de dire, déjà on remet à plat la stratégie commerciale et après on investira certainement qu'il y a besoin d'investissement dans l'outil de production. Aujourd'hui, pour être compétitif en France, il faut investir dans des outils effectivement plus performants. Vous savez, aujourd'hui, il y a la robotique, l'automatisation, il y a beaucoup de choses à faire. Mais je pense que c'était une deuxième étape et on n'a pas réussi à aller à cette deuxième étape. Enfin, c'est comme ça que moi je le perçois de l'extérieur, de Duralex. Mais en tout cas, moi j'ai beaucoup d'espoir pour que cette société soit sauvée. Gilles Attaf, on ne commande pas les décisions de justice, mais est-ce que les tribunaux de commerce français sont comme les autres tribunaux? Est-ce qu'il y a quelquefois des aléas, des partis pris? Est-ce qu'on peut jeter la suspicion tout en étant respectueux avec le droit, en disant là, on n'a pas compris le jugement du tribunal de commerce, il y avait matière pour Brandt, il y a eu une contestation sur la décision des juges à Nanterre. Oui, il y avait quand même d'autres options avant de procéder à la liquidation. Oui, vous savez, moi c'est toujours le même sujet que je porte, c'est qu'on n'a toujours pas de vision sur le temps long quand on voit la destruction d'emplois, la destruction de valeur, ce que ça peut coûter sur le temps long. Il faut à un moment peut-être se poser les bonnes questions, peut-être mettre de l'argent et avoir cette capacité à relancer des outils, à garder des savoir-faire. Vous savez, lorsqu'on a perdu des savoir-faire, on les a perdus définitivement. C'est très compliqué de les faire revenir. Perico, c'est pas à vous que je vais l'expliquer parce que là, sur le sujet, si on fait le bilan, Gilles Attaf, il y a eu combien de Duralex là dans le passé? Un certain nombre. Et est-ce qu'il peut y en avoir d'autres qui arrivent de ces genres de situation où il y a toutes les raisons de vivre heureux et on a des entraves qui sont pas liées au produit lui-même? Non, après sur un secteur d'activité qui demande beaucoup d'énergie aussi, comme Duralex. Oui. Duralex, c'est des fours, donc il y a beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Et il faudrait dans un premier temps déjà donner une énergie compétitive à nos industriels français. Vous voulez dire que les aberrations qu'on a vues sur le tarif de l'électricité avec l'indexation sur le gaz, tout ce qu'on a vu comme tragédie avec ces petits artisans, ces boulangers qui fermaient, est en cause là dans le problème du Duralex? L'électricité du four coûte cher parce qu'on a décidé, des crétins ont décidé qu'on allait abandonner le nucléaire et qu'on allait acheter de l'énergie et on paye à cause de ça? À l'origine, Duralex, ça fait partie de ces problématiques avec une énergie beaucoup trop chère par rapport à la concurrence, en sachant qu'on pourrait aujourd'hui proposer à nos entreprises françaises d'avoir une énergie décarbonée bon marché. Attendez, si on avait maintenu le programme nucléaire tel qu'il avait été convenu du temps où les gens compétents l'ont décidé il y a très longtemps, on serait aujourd'hui dans une situation, j'allais dire presque d'indépendance ou d'autonomie énergétique, et ces sociétés-là ne seraient pas confrontées à des problèmes. Donc quelles auraient
aurait pu parfaitement éviter. Là, la responsabilité de la classe politique est majeure et totale, Gilles Attaf. Absolument. Bah là, c'est des choix politiques qui ont été, je dirais, dirigés par une idéologie qui nous coûte très cher aujourd'hui. Il faut pas se tromper de combat. Il fallait Nicolas Hulot au gouvernement pour avoir quelques voix de plus, parce qu'on sait jamais. Et donc là, on perd son âme et on vend ses valeurs pour avoir quelques voix de plus. Vous savez, c'était le seul avantage compétitif que l'industrie française avait, c'était son énergie à meilleur coût, puisqu'on avait la chance d'avoir cette énergie nucléaire décarbonée, je le rappelle en plus, parce que de l'idéologie, en plus, là, pour le coup, c'est décarboné, c'est pas une énergie comme les centrales à charbon de nos amis allemands. Et la technologie de traitement des résidus nucléaires, on était là en pointe. Absolument. Et nos ingénieurs ont fui ailleurs, puisqu'on n'en a plus besoin de fait, c'est une catastrophe. Et ces choix nous coûtent très très cher aujourd'hui. Alors bon, on n'est plus dans le déni déjà, parce qu'on a été dans le déni très longtemps. Maintenant, ça sert à rien de ressasser le passé, mais il faut essayer de prendre les bonnes décisions. Et moi, j'encourage vraiment les politiques à prendre les bonnes décisions sur ces sujets d'énergie, en tout cas à aider nos entreprises à avoir une énergie bon marché. Ça mériterait presque une haute cour de justice, alors moins violente. Il n'y a pas eu trahison, il n'y a pas eu forfaiture, mais il y a quand même décisions politiques gravissimes qui mènent le pays dans le mur. Et les factures, les 240 emplois, s'ils sautent là, merci Monsieur Macron, merci Monsieur Hollande, merci tous les hommes politiques qui ont dit le nucléaire, finalement, on va essayer de faire ça. Oui, et puis je vais vous dire, moi, sur ce sujet, je pense que tout le monde a sa part de responsabilité, parce que aujourd'hui, tout le monde monte au créneau. À l'époque, il y avait personne pour défendre le fait que on avait eu la chance d'avoir le général de Gaulle qui avait décidé d'avoir une énergie nucléaire. Donc moi, je pense que il faut être aussi très humble par rapport à tout ça. C'est incroyable la modernité de ce vieux général. À la fin de son mandat, on disait le vieux machin, on le dénigrait un petit peu. Il avait quand même des capacités visionnaires et un flair à long terme sur l'histoire de France. Qui nous sauve encore aujourd'hui, parce que je pense que la résilience de nos entrepreneurs dans le contexte actuel, moi je suis absolument bluffé, parce que tous nos dirigeants, tous nos entrepreneurs sont encore là, sont encore au charbon, et là pour le coup ils sont au nucléaire, d'ailleurs avec la France. Mais je trouve ça absolument remarquable que on arrive encore à tenir la barre, et c'est grâce à effectivement des stratégies qui ont été mises en place et de planification qu'on n'est plus capable de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'est plus capable de planifier quoi que ce soit. On vit encore en 2026 sur le pactole amoncellé par Napoléon III et le général de Gaulle. Heureusement qu'ils ont été là. Alors il y a eu d'autres choses depuis. Bien sûr, mais la défense c'est le même sujet sur la défense. Plus concrètement, Gilles Attaf, Duralex, là, donnez-moi les scénarios possibles à partir d'aujourd'hui. Il y a un redressement, on réinsuffle, ou c'est plus compliqué là quand il y a une deuxième crise, voyez. Je pense que le tribunal de commerce va travailler sur un plan de continuation, donc voilà, pour réétaler les problématiques de dette qu'il peut y avoir. Moi, je suis pas dans le dossier, mais j'imagine. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'ils soient tout à fait tranquilles? Il leur faut des clients. Je pense que la dynamique elle est là. Les clients, ça augmente. Il y a il y a des nouveaux produits qui ont été mis en place, qui marchaient bien. Donc je pense que vraiment le sujet aujourd'hui de moyens, il est essentiel pour garder ces emplois. Faut mettre des moyens, parce que c'est pas une société qui structurellement aujourd'hui perd de l'argent. En tout cas, moi c'est pas du tout les informations que j'ai, puisque la croissance est là. Il faut qu'on optimise, retrouver de la compétitivité, et puis peut-être aussi s'adosser à des nouvelles personnes qui connaissent bien le marché. De toute façon, je pense que le tribunal de commerce va faire son œuvre, et qu'on va demander certainement une ouverture vers d'autres entreprises. Mais en tout cas, il faut surtout pas les lâcher. Quel coup de main, j'allais dire, les pouvoirs publics pourraient donner, ou les collectivités locales? La commande publique déjà, vous voyez, c'est quand même un énorme sujet. C'est un scandale. La commande publique qui est le sujet numéro 1. C'est le levier le plus important, 200 milliards par an chaque année. On est en capacité, et là pour le coup c'est pas un problème de ressources, puisque la commande publique elle est là, et aujourd'hui au lieu de la donner à nos entreprises pour avoir un levier de volume de production, de temps long, aujourd'hui on passe par des appels d'offres qui sont rarement remportés par les entreprises françaises. Donc peut-être que là il y a un vrai sujet. Alors les collectivités de plus en plus font leur travail. Je vois aujourd'hui en Bretagne, Loïc Henaf avec Produit en Bretagne fait un magnifique travail. Oui. Il faut que tous les territoires aussi se posent les bonnes questions. Je peux vous dire que pour la restauration collective et les cantines scolaires, les appels d'offres où pour quelques centimes de moins on va chercher des tomates ou des produits qui viennent de plus loin, d'Espagne ou du Maroc, parce qu'un préfet a décidé de casser un marché qui a été conclu avec l'entreprise locale, c'est tout simplement scandaleux. Gilles Attaf, merci d'avoir été avec nous en studio.
d'eau. Nous boirons, nous lèverons notre verre Absolument. avec modération. Tout à fait. Dans le Duralex, on boit plutôt de l'eau et des jus de fruits que d'autres types de boissons. Et on boira à la santé, à la longue vie de Duralex, qui est un des fleurons de notre industrie et qui mérite une longue vie. Absolument, faut les soutenir et continuer à acheter des verres Duralex. Merci Gilles Attaf. À très bientôt. Qui sont d'ailleurs certifiés à Origine France Garantie. Donc vous êtes sûr qu'ils participent au modèle social et à l'économie française, parce que ça aussi c'est important. Le petit logo que vous portez sur votre veste qu'on ne voit pas, là il est sur les verres. C'est le label de la France qui gagne. Certifié Origine France Garantie, vous êtes sûr que derrière il y a des emplois et il y a des impôts. Ça c'est un acte patriotique. Exactement. Le plus prégnant. Merci Gilles Attaf. Merci à vous.